Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment vas-tu? Je vais bien. D'autant plus qu'aujourd'hui, il commence à faire beau, chaud, un petit peu mieux, en tout cas que les derniers jours. Oui, mais il annonce pas de la 10. neige dans quelques jours? Je Au mois courais lorsque je d'avril. le verrai. Mais aujourd'hui, il fait beau soleil. J'ai pas c'est enlevé mes plaisant. pneus d'hiver encore. Moi, j'ai fait ça. Ouais. Je me suis dit, bon, écoute, là, faut forcer le destin un peu. Écoute, aujourd'hui, on a une émission un peu spéciale, en tout cas hors du contexte habituel, parce que autour de la table, on a 4 personnes avec nous, donc on est 6 Ouais. autour de notre tout petite table. Mhm. Ce qui est plutôt inhabituel, parce que souvent, c'est des émissions qu'on fait à un ou à deux Un invités. invité, oui. Puis, Puis le sujet est complètement différent de ce qu'on fait d'habitude. oui, on parlera pas d'un sujet très technique. On va Mhm. plus parler de immigrer pour travailler en informatique, forcément. Oui. Mais toujours dans le contexte informatique, oui. Ben, en tout cas, on va essayer de donner une tournure ou en tout cas une saveur d'informatique, même si ça pourrait, ce qu'on va discuter finalement, je l'imagine, ça pourrait s'appliquer à n'importe quel métier. Parce que les règles sont les mêmes qu'on soit informaticien ou qu'on immigre pour, je sais pas moi, pour travailler. Ah, ben on verra en posant la question. Hein. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Moi, je connais rien dans le domaine, donc je vais apprendre plein de choses aujourd'hui. Mais l'idée t'est venue d'où? Parce qu'on parle d'immigration, d'immigrer au L'idée Québec. est très simple, c'est qu'il y a 2 mois à peu près, je suis allé voir une présentation à la communauté agile à Montréal. Mhm. Puis, bizarrement, cette soirée-là, il faisait une espèce de 5 à 7, mais qui n'a pas commencé à 5 heures, qui a commencé à 7 heures, donc c'était plus comme un 7 à 9. OK. Mais après la présentation, il y avait 20 fromages et, j'ai pris un... T'as pris un peu de vin puis Ben un peu de oui, fromage. puis j'asais un peu avec du monde, puis j'ai découvert 2 de nos invités que je connaissais pas du tout. Mais d'ailleurs, je vais présenter immédiatement nos 4 invités, ça va de pouvoir donner le contexte. Léo Daven, Julie Guéot, Laurent Duvaux et Benjamin Roux. Et 2 de nos invités, Léo et Julie, je les ai rencontrés justement à cette Ça, 5 à 7, ouais. cette présentation-là qu'il y avait à la communauté. Puis on s'est mis à discuter et tout, puis rapidement, là, j'ai compris que, bon, premièrement, qu'ils étaient en couple, qu'ils avaient immigré. Puis là, j'étais curieux parce que je connais vraiment pas le domaine, donc je posais des questions. Puis, comme ça m'arrive souvent, j'ai eu, je sais pas si on peut dire un éclair de génie, c'est peut-être loin d'être un éclair de génie, mais je me suis dit, hey, ça pourrait peut-être faire un podcast. Puis c'est vraiment drôle parce que moi, quand j'étais au Summit, j'ai eu des discussions avec 2 MVP français, justement sur l'immigration, puis leur rêve, puis leur but là, d'immigrer finalement soit à Seattle ou ici à Montréal. Donc, peut-être le sujet est dans l'air du temps. Mais nous, il faut faire on a des petites tâches routinières qu'il faut faire. Routinières, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, moi, je vais en profiter pour faire une première chose, annoncer que je vais donner une formation Team Foundation Tour. Formation que j'ai pas donnée depuis plus qu'un an. Habituellement, je la donne pas parce que j'ai pas le temps de la donner. Puis là, ça donne que j'ai le temps de la donner. Donc, j'ai dit, je vais la céduler. Mais je la cédulerai pas partout à travers la planète. Je vais la céduler au mois d'avril, 30 avril à Montréal et à Québec au mois de mai, 22 mai. Puis, pour ceux qui savent pas, c'est une formation qui est actualisée, là, qui se donne sur TFS 2012. C'est surtout comment utiliser cet outil-là pour mettre en place l'agilité dans nos organisations. Puis, donc, une formation d'une journée que je donne. Puis, ceux qui veulent en savoir plus, je vais mettre le lien sur le site. Et Guy, nous, on a un tirage aussi qu'on va faire début mai. Oui, c'est le tirage pour Deftige Toronto. C'est ça. Donc, c'est une entrée. Il n'y a pas de transport inclus. Donc, c'est seulement le ticket d'entrée.
Pas de billet d'avion, pas d'hôtel, rien de ça. Donc, si vous gagnez, Vous avez une inscription gratuite ouais. qui vaut quand même 800-900 $. Uh-huh. Donc, les organisateurs de DevTeach sont assez gentils pour nous offrir de pouvoir faire tirer une inscription. Fait qu'on va faire le tirage à la prochaine enregistrement. Oui, donc début mai. Là, ça, on fera pas l'émission tard au mois de mai, on va la faire tôt, justement, vu que DevTeach est à la fin du mois de mai, puis on veut donner la chance au gagnant ou à la gagnante de pouvoir s'en virer de bord puis planifier un peu D'aller voir son patron, je peux aller à Toronto. Donc, c'est ça, on va faire le tirage. Puis pour gagner, contrairement à la formule, c'est pas vous nous envoyer un email. Non, beaucoup plus simple. Si vous allez sur la page du site Visual Studio Talk Show, il y a en bas totalement du côté droit, il y a une petite image. Le bouton j'aime de Facebook. C'est ça. Si vous cliquez dessus, ça vous amène sur notre page Facebook, puis vous avez juste à nous aimer. Vous allez être dans la liste pour qu'on puisse. Puis si vous nous aimez pas, malheureusement, tant pis pour vous, mais on sera sans merci. On voit pas pourquoi qu'on donnerait un billet à des gens qui. Non. Donc ça c'est simple, juste aller sur la page du Visual Studio Talk Show et de faire un like. C'est ça. Donc aujourd'hui, on parle de immigrer pour travailler. Puis, ce que je vais faire, parce que la formule, c'est toujours la même si on a 4 invités, on commence toujours, nous, par présenter un peu qui sont nos invités, et ensuite, on parle du sujet un peu plus en détail. Donc, je vais y aller dans l'ordre où est-ce que... dans l'ordre inverse pour moi, en tout cas, dans l'ordre inverse de horaire. Donc, je vais commencer avec Léo, qui est juste à ma droite. Donc, Léo Daven, ça fait 9 mois maintenant que tu es au Québec? Ça fait exactement 11 mois. 11 mois? Ouais. Puis, contrairement à moi, tu n'as pas de cheveux blancs, donc je soupçonne que tu es plus jeune que moi. Oui, j'ai 28 ans et on est arrivé avec Julie il y a un an, au mois de mai, juste avant l'été, pour profiter de l'été et ensuite voir l'hiver se terminer maintenant. Oui, parce que ta conjointe, c'est Julie Guéot, mais qui... elle n'est pas invitée ici parce que c'est ta conjointe, elle est invitée ici parce qu'elle était informaticienne de formation aussi. Elle n'a pas besoin de moi. Donc, c'était le critère de base. Mais étant un couple, vous avez immigré ensemble. C'est une bonne chose. C'est mieux c'est mieux s'en venir ensemble qu'un qui reste en France puis l'autre qui vient au Québec. C'est difficile pour la vie de couple. Donc, Julie, si tu veux bien juste te présenter rapidement. Oui, donc c'est pareil, je suis arrivée il y a un an, donc j'ai 27 ans et puis oui, pareil, je suis développeur en informatique. Maintenant, juste pour encore donner la chance aux auditeurs, un vieux de la vieille, parce que tu as fait déjà 3, 4, peut-être, troisième ou quatrième podcast. Talk show, ouais 3, 4, je pense. Donc, Laurent Duveau, puis que j'ai voulu inviter parce que son histoire, en tout cas, on en parlera tout à l'heure, mais son histoire d'immigration était un peu, pas intimement liée, c'est un peu un mot fort, mais elle est liée avec le podcast. Au podcast, dans le fond, c'est vrai. Donc, moi, je suis immigré au Québec à l'été 2006, donc ça fait 6 ans et demi. Et puis, effectivement, on pourra en reparler en détail, mais à l'origine, quand j'étais enfant, je commençais à écouter un petit peu les affaires qui se passaient au Québec, et puis notamment... il y avait un podcast qui s'appelait le blabla.net. Qui est l'ancêtre du Visual Studio Talk Show. En 2005. Donc animé toujours par Mario Guy. Et puis j'écoutais ça en allant au travail. Et puis ça me donnait déjà un aperçu de ce qui se faisait à Montréal. Et puis effectivement, dès que je suis arrivé à Montréal, je suis tout de suite allé vous contacter pour... c'était comme mes 2 premiers contacts, c'était Guy et Mario, là, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à Montréal dans les technologies Microsoft, développement, qu'est-ce qu'on peut faire... Je faisais de la formation aussi, donc ça m'intéressait un petit peu de voir un petit peu l'état du marché autour de ça. Faut croire que l'expérience n'a pas été trop traumatisante parce que tu es resté avec nous. Oui. Oui, ça a été vraiment intéressant. Ça a été très très vite en fait. Oui. Hein? Et notre dernier invité, Benjamin. Oui, bonjour. 3 ans maintenant au Québec ou... 3 ans et demi en fait. 3 ans et demi. Je suis arrivé en octobre 2009, juste après avoir fini l'université. Donc je suis venu directement au Québec sans passer par j'ai jamais travaillé en France en fait. Voilà. Donc en sortant de l'école, j'ai trouvé une compagnie qui a bien voulu m'accueillir au Québec, faire toutes les formulaires d'immigration pour moi. Et puis je suis arrivé ici. Et puis maintenant, ça fait 3 ans et demi que je... C'est ça qui est intéressant parce que chacun, vous avez des parcours différents. C'est sûr que si on avait encore eu plus de... C'est sûr que là, il n'y a plus de place sur la table, mais ça aurait pu être... On aurait pu aussi avoir comme un Québécois qui a soit immigré en France ou immigré dans un autre pays. Ça aurait pu donner une autre facette.
Mais on va rester au focus plus européen qui vient vers le Québec ou vers les États-Unis parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Donc, juste pour peut-être présenter chacun votre cas parce que vous avez des contextes totalement différents. Donc, on va commencer par encore là nos derniers arrivés, Léo et Julie. Nous, on est arrivés, à la base, moi j'ai un contrat de VIE. C'est un contrat un petit peu particulier qui veut dire... Qu'est-ce que veut dire VIE? Ça veut dire volontariat international en entreprise. C'est un contrat typiquement français que des Français donc signent avec l'État français encore. Et l'État français signe un contrat avec des entreprises qui ont des filiales à l'étranger. C'est comme ça que des entreprises françaises peuvent se lancer plus facilement à l'international. Donc il y a un site qui s'appelle ceweb.com sur lequel on peut candidater. Il y a énormément de candidatures, c'est très très demandé. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné par ma compagnie actuelle qui s'appelle Flijay et de pouvoir venir travailler ici au Québec. Voilà. Donc quand tu as été sélectionné, j'imagine qu'il y avait eu des discussions préalables parce que pour vous c'était très clair, c'est que vous partiez tous les deux, vous en veniez ensemble. Oui. Puis à ce moment-là, parce que si tu aurais fait la même démarche, mettons, aux États-Unis, je suis sûr que Julie, tu n'aurais pas pu travailler aux États-Unis. J'avais des bons contacts pour faire un VIE dans le New Jersey, juste en face pas très loin de New York. Et en fait, je n'ai pas continué les démarches parce qu'en fait, c'était pas justement plus compliqué pour venir à deux. C'est pour ça qu'on a changé. Parce qu'aux États-Unis, la personne qui a un VIE va pouvoir travailler pour la firme française, mais conjoint, en tout cas, tout le reste de sa famille, ils sont en vacances. Mais ils peuvent pas vraiment travailler. Je sais même pas si c'est réellement faisable facilement. Je saurais pas trop dire, je voudrais pas dire de bêtises, mais je sais que c'est beaucoup plus compliqué en tout cas. Puis donc, Julie, toi, t'es arrivé, puis là, est-ce que tu avais des papiers à remplir ou tu as littéralement juste cherché un emploi au Québec en arrivant? Ou comment ça fonctionne? Donc moi, j'ai fait une demande de visa au Canada. J'ai fait ma propre demande, mais en inscrivant dans ma case emploi que j'étais conjoint de fait de quelqu'un qui était en VIE, donc de Léo. Et j'ai obtenu comme ça mes papiers. Et à partir de là, en fait, moi, j'ai un permis de travail ouvert qui me permet de travailler avec n'importe quelle entreprise. Donc, j'ai pas commencé à travailler tout de suite. C'est quelque chose qui est limité dans le temps, un permis de travail ouvert? Mon visa est lié à celui de Léo. Donc, quand le visa de Léo s'arrête, ou si lui, il décide de quitter son travail, ou s'il se fait licencier, en fait, moi, je perds aussi mon permis de travail. Donc, il y a une vision un peu très patriarcale dans cette vision du monde. Un peu, oui. C'est intéressant mais parce c'est quand même très pratique. C'est pas limité finalement. Toi, t'es pas limité à une compagnie ou à un secteur où tu peux faire ce que tu veux. Je peux faire vraiment ce que je veux. C'est juste marquer Montréal sur mon visa, mais je sais même pas si je suis limitée à Montréal. Donc, probablement, tu pourrais travailler un peu n'importe où au Québec, puis ailleurs au Canada, jamais je croirais. Puis, là, comment ça... Donc, toi, tu es toujours avec la même firme qui... Oui, moi, j'ai un contrat fermé avec cette firme. Mais comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver un emploi ou... Non, ça n'a pas été difficile. Donc, l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, qui s'appelle Gentronics, je les ai rencontrés au Startup Festival l'été dernier, à Montréal. Mais j'avais aussi envoyé des candidatures dans d'autres entreprises et ça m'a jamais posé problème d'être française. Il y a énormément de Français à Montréal. Je pense que je suis loin d'être la seule à avoir candidaté dans celle-là. Et les gens posent jamais de questions sur le visa ou quoi. Ils estiment que si vous candidatez, c'est que vous avez un visa. Puis que vous pouvez venir travailler avec eux. Et en fait, on était bénévoles au Startup Festival et il y avait plein d'entreprises qui étaient là. Et c'est comme ça que tu as rencontré ta compagnie et c'est comme ça que tu es rentré. Donc finalement, tu n'as pas candidaté dans cette boîte-là, c'est juste que tu les as rencontrés. Non ? J'ai quand même envoyé une candidature en bonne et due forme à un moment. On aimerait ça voir ton CV. Je suis pas mal sûr. Mais finalement, une des techniques, c'est d'être proactif et de s'impliquer quand on arrive dans une communauté. Puis un peu ce que toi, tu as fait aussi, Laurent. Donc, quand tu es arrivé, tu nous as contactés et rapidement, tu t'es impliqué dans la communauté montréalaise. Donc, c'est peut-être une clé à souvenir de dire, on arrive dans un autre pays, mais faut pas rester dans son salon à se tourner les pouces. Faut sortir. Et on est arrivé le dimanche, je sais plus, 4-5 mai. Et dès le lendemain, il y avait la communauté .NET qui faisait, c'était spécial Reactive Extension, je me souviens. Et c'était le lendemain. Donc c'était peut-être Benjamin qui présentait Reactive Extension. Non, ça devait être Jérôme. Oui, Jérôme Laban, exactement. Un autre Français aussi. Et du coup, c'était le lendemain qu'on venait d'arriver, quoi, tout simplement. Et depuis, on a participé à plein de choses. On a aussi été bénévole à WordCamp.
la journée WordPress à Montréal. Voilà, on a fait plein de choses différentes comme ça. J'étais bénévole aussi à Konfu, par exemple. Donc voilà, on essaie de participer. C'est une autre conférence qui est une conférence plus PHP, web. C'est très varié, mais dans l'idée, il y a beaucoup de choses différentes. Ouais. Mais c'est très intéressant parce que du coup, on peut rencontrer aussi des gens différents. La clé, c'est sortir de chez soi, voilà, puis c'est ça. se mettre en réseau et la barrière, il n'y a pas de barrière de langue en partant. Ce n'est quelques petits accents, mais on s'y fait. Donc après ça, c'est juste d'établir les bons contacts. Donc Laurent, toi, t'arrives, donc toi, c'est il y a 6 ans et demi. Donc tu connaissais notre podcast parce que tu nous avais écouté. Je pense que tu voulais juste vérifier si tu t'en sortirais avec l'accent québécois. Mais moi, définitivement, ça a accéléré les choses de vous rencontrer et puis d'aller voir la communauté .NET en arrivant. Mais pour revenir en arrière, oui, dès 2005, en fait, moi, j'ai émigré également en couple. Donc, on est venu à 2. Mais pas à travers un VIE, toi. Non, ça n'a rien à voir. Moi, c'était un visa de résident permanent, ça s'appelle. Donc, en fait, on est venu dans l'idée en se disant, on ne veut pas avoir un statut temporaire ou limité à une compagnie. Ça prend beaucoup plus de travail et de temps d'avoir ce visa-là. Mais après, quand on est résident permanent, on peut agir comme un Canadien, comme un Québécois, sauf le droit de vote, je dirais. Mais sinon, on peut travailler où on veut, quand on veut. Parce que toi, c'était clair que tu voulais vraiment... tu t'en venais au Québec, pas pour 1 an, 2 ans, mais tu repartais sur des nouvelles bases. Pas du tout. Pas du tout? En fait, on est parti complètement... c'était pas sur un coup de tête non plus, mais c'était... donc avec ma blonde, on voulait avoir une expérience à l'étranger, mais plus qu'en simple touriste, comme on fait d'habitude. Donc on voulait s'installer quelque part, et puis... c'est tombé sur le Québec, mais j'avoue que ça aurait pu être autre part aussi. Donc, ça aurait pu te retrouver à... Tu sais, des destinations comme l'Australie ou les États-Unis, en tout cas, il y a d'autres destinations qui nous intéressaient. Le Québec, ça se fait bien. Bon, il n'y a pas la barrière de la langue. Et puis, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y avait beaucoup de promotions pour le Québec en France pour avoir des immigrants. Il y a une nécessité d'avoir de la main-d'œuvre. Donc, il facilite aussi les démarches. Même si ce visa-là, il est quand même, à l'époque en tout cas, ça prenait quasiment 1 an pour l'obtenir. C'est ça, parce que toi, tu avais toujours ton emploi, tu travaillais pour oui. une SI2B, comment on appelle ça? Une SS2I, excusez. J'ai de la misère avec... Donc, tu travaillais pour... BeWise. BeWise, une firme assez connue dans la région de Toulouse, où est-ce qu'il y a même des RD. Donc, j'ai même rencontré il y a quelques mois au MVP Summit... le RD de la région toulousienne qui est le fondateur de BeWise. Donc, le monde est petit. Donc, tu travaillais pour eux et là, tu cherches à avoir ton visa. Oui. Et donc, pour répondre à ta question, on n'a pas immigré, moi, dans l'idée de rester, de s'installer ou de rester des années, mais c'était pas l'inverse non plus dans l'idée de rester à court terme. En fait, on n'avait pas d'idée. On s'est dit, on part. Et puis, on va voir si ça nous plaît, ça nous plaît pas. D'autant plus qu'on n'était jamais venu ici. Donc, on n'était vraiment jamais venu sur le sol québécois, mais on s'est dit, on va immigrer, puis on va... Moi, j'ai eu quelques expériences en Amérique du Nord, de par quelques conférences à droite à gauche, mais jamais au Québec. Je sais que le continent nord-américain me plaisait un petit peu, mais c'est ça. On s'est dit, on va voir si ça nous plaît, si on s'installe ou si on repart dans 2 ans. En tout cas, on verra. Mais ceci dit, pour faire cette démarche-là, on voulait pas non plus être bridé et prendre un visa. Par exemple, on peut avoir un visa qui s'appelle un PVT. Ça s'appelle un permis vacances-travail, que tu peux obtenir, mettons, en 15 jours. Ça te permet de partir, mais ça te donne 1 an de durée sur le territoire. Pendant 1 an, tu peux... donc, permis de vacances-travail. Mais c'est clair que tu vas retourner. Tu peux être en vacances, tu peux travailler, mais tu dois retourner obligatoirement au bout d'1 an. Nous, on voulait pas... On se dit, justement, si ça nous plaît et qu'on veut rester, on ne veut pas avoir à faire d'autres démarches par la suite ou risquer le fait de devoir repartir en Europe pour faire un autre papier, en tout cas. Ça, c'est peut-être dur, hein, quand il faut que tu quittes, puis là, tu refais des papiers là-bas pour revenir. Et je me disais aussi, si on a un visa temporaire, est-ce que ça va pas être un frein pour avoir un emploi? Parce que je me disais, je préfère mettre toutes les chances de mon côté, donc on a pris la voie longue en se disant, on va attendre les mois que ça prend pour avoir ce visa-là, et les coûts que ça engendre, mais quand on l'aura, on pourra partir dans les conditions, on pourra s'installer, puis on pourra avoir un emploi, on n'aura pas de limite de date ou de compagnie. Donc c'est le choix qu'on a fait, puis nous, ça nous a pris 9 mois. C'est quand même assez vite. Pour avoir oui, ça c'est vite, mais c'est le plus long des visas, je dirais, parce qu'il y a des façons qu'on voit mes collègues ici qui sont plus rapides. Ça se passe en plusieurs étapes pour pour ceux qui sont intéressés là au résident permanent. C'est la première étape en fait, c'est d'aller sur le site web du gouvernement. Et puis il y a un sondage, un formulaire, un questionnaire. Français, c'était français, j'imagine. Ou canadien. Non, je crois que c'est québécois. Ah oui, c'est comme un questionnaire. C'est un questionnaire
déjà, en fonction de ce questionnaire-là, ça va te donner une tendance si tu peux continuer ou pas. En clair, je pense qu'ils recherchent plutôt des gens jeunes, compétents, diplômés, qualifiés, dans les branches qui les intéressent. Donc, c'est quand même une immigration assez orientée au Québec. Donc, ils veulent des travailleurs. Ils veulent des gens qui vont trouver un emploi, là. C'est sûr. On ne voit pas quelqu'un non plus qui vient, je dirais, profiter de l'assurance santé ou d'autres choses. En tout cas, on peut comprendre. Donc, ce formulaire-là s'oriente un petit peu et ça te dit, OK, tu peux continuer à l'étape suivante. Bon, ça, c'est très, très rapide. N'importe qui peut le faire. Et l'étape suivante, c'est de demander un CSQ au gouvernement québécois. Donc, c'est un certificat de sélection Québec. Donc là, c'est un gros dossier qu'il faut remplir, où en clair, tu vas détailler les 10 dernières années de ta vie, partout où tu as résidé, partout où tu as travaillé, tous les voyages que tu as fait. Il faut décrire tout ça dans un dossier. Parce que s'ils voient que tu as fait comme 68 000 voyages, puis que tu allais souvent, en Chine, en URSS, en tout cas, ils vont se poser des questions sur quel est donc ce personnage qui fait... Probablement que ça les aide à voir un petit peu, oui, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu veux faire. Et puis... Donc ça prend quand même plusieurs mois avant d'avoir le résultat. Suite à ça, on va te faire venir à la capitale, à Paris, pour une entrevue, éventuellement. En fait, tu peux avoir une entrevue ou pas, selon les cas. Et après ça, tu récupères ton CSQ. Dans mon cas, moi, j'ai pas eu d'entrevue. Alors, ce que j'ai compris, c'est que les gens qui ont une entrevue, c'est peut-être les gens qui sont un peu borderline, justement, qui ont des explications à donner. On essaie de comprendre un peu. Ou si les gens peut-être qui parlent, ça peut être rare en France, mais des gens qui parleraient pas bien le français. Mais je pense aussi à nos amis d'Afrique du Nord, où aussi il y a beaucoup de monde qui veulent immigrer au Québec. Donc, ils vérifient pour l'immigration au Québec, il y a un prérequis de parler français. Donc. Et il n'y a pas une visite médicale aussi Oui, ça c'est par la suite également. Donc il y a, quand tu as ton CSQ, ça prend déjà peut-être 5, 6, 7 mois, on va dire 5 mois. Après, tu fais le dossier pour le fédéral, donc le résident permanent. Parce qu'en fait, l'immigration se fait en 2 temps. Parce qu'il y a la province de Québec qui a ses propres règles d'immigration. Une fois que tu es accepté au Québec, il faut que tu sois accepté au Canada. Donc, rebelote, tu as un autre dossier pour le Canada. C'est pas mal un copier-coller de l'autre, mais c'est quand même un dossier à refaire. Puis là, tu as également des... Pour donner le contexte, si vous seriez ailleurs qu'au Québec, dans toutes les autres provinces, donc les 9 autres provinces canadiennes, c'est juste le gouvernement fédéral qui s'occupe d'immigration parce que eux, ils cherchent des immigrants qui parlent anglais, avec en tout cas qui fit avec un profil britannique, c'est la culture anglophone canadienne, c'est ça. Et il y a très longtemps de cela, là, au Québec, on n'était vraiment pas satisfaits parce que eux, ils nous amenaient des immigrants qui parlaient anglais, ce qu'on voulait pas du tout. On voulait des immigrants qui parlaient français. Donc à un moment donné, le gouvernement québécois a dit, on peut-tu nous faire notre sélection et ensuite, lorsqu'on vous aura dit oui, cet immigrant-là, on veut bien l'avoir, là, il y aura à passer les échelons normaux du gouvernement canadien. C'est pour ça que ça se fait en 2 étapes. C'est comme une présélection pour juste dire, est-ce qu'au Québec, on voudrait avoir ces immigrants-là? En réalité, ce que ça fait, c'est que nous, on met sur la fast track, si je peux prendre ce terme anglais-là, des gens qui ont un profil avec, ils parlent la langue française, puis ils sont éduqués, en tout cas, sont jeunes, donc, pour le gouvernement canadien, déjà, ça leur dit, il y a déjà une classification comme quoi ça devrait aller un peu plus vite que vous partez pas à zéro avec le gouvernement canadien. Le double dossier avec le Québec, c'est probablement pour la langue française également, parce qu'il y a comme une liste des domaines qui sont en demande, des métiers. Donc, par exemple, quand tu es dans l'informatique, c'est en demande. Je sais pas, par exemple, les boulangers ou d'autres domaines, donc c'est très clairement identifié. Quand tu es dans cette branche-là aussi, ça accélère les choses. Peut-être que si tu es dans une branche qui est moins intéressante, peut-être que tu vas avoir plus... Je vais faire un peu de politique, puis Guy, tu me dis, tu pourras tempérer mes propos, mais littéralement, Guy montre qu'il pourrait couper mon fil de mon micro. Mais pour donner un peu un contexte, le Canada, c'est un pays où est-ce qu'il y a 2 cultures, puis malheureusement, comme c'est souvent le cas quand tu as 2 cultures, c'est 2 cultures qui se connaissent très peu finalement. La culture canadienne-anglaise connaît très très peu la culture canadienne-française. Est-ce qu'il y a le même cas? Ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir, le parallèle n'est peut-être pas bon, mais en Belgique, les Flandres connaissent très peu la culture française et les Français connaissent peu la culture wallonne parce que c'est culturellement, ils n'écoutent pas la même télévision et tout. Ben ici, c'est ça. Donc nous, quelqu'un qui est basé à Toronto, puis il comprend vraiment pas le Québec habituellement, ils ont beaucoup de misère et on le vit à tous les niveaux, que ça soit juste combien de fois, puis Guy, tu pourras chose, mais Microsoft Canada, qui est dirigé principalement par des anglophones de Toronto, malheureusement, ils comprennent rien du Québec et très souvent, on est obligé de leur expliquer, de dire non, ça fonctionne comme ça ici. Culturellement, on est sur un autre modèle. C'est réciproque. Oh oui, nous aussi, on comprend pas leur culture parce que
ils sont beaucoup plus conservateurs que nous. Nous, ici au Québec, par exemple, 80% des gens sont en conjoint de fait. On se marie plus vraiment. La majorité des gens sont très peu religieux. Au Canada anglais, ben, c'est très important de se marier. En tout cas, culturellement, on a... Mais un Canadien anglais, un Québécois, en Chine, ben, on va trouver qu'on se ressemble beaucoup parce qu'on a vraiment peu de différence à la base. Sauf que quand on est dans le même pays, on trouve qu'on est fortement différent, ce qui est toujours le cas. Donc, on va passer à la juste une Benjamin. question, est-ce que ce serait pas plus rapide de demander la résidence permanente directement au fédéral plutôt que passer par le provincial d'abord? Parce que tu as dit que le CSQ, ça prenait 7 mois à l'avoir. Oui, tu peux pas, ça se fait dans l'ordre. C'est vraiment, tu peux pas anticiper l'un avant l'autre. Tu peux dire, moi je veux immigrer en Ontario, puis Oui, après venir au effectivement. Québec. Il y en a qui disent, je vais immigrer en Ontario, donc ils passent le CSQ. Et, ceci dit, je pense qu'à un moment donné, quand tu vas vouloir revenir au Québec, ils vont voir ça, puis il va falloir probablement les tests de français, puis tout le reste. Donc je sais pas exactement c'est quoi la faisabilité de ça, mais en tout cas nous on l'a fait dans l'ordre. Effectivement, donc après le CSQ, donc on passe au dossier pour le fédéral, qui est un autre dossier avec une visite médicale. J'imagine. Écoute, t'es rendu que ça fait un mois que tu vis à Toronto. Si tu prends ton auto, tu t'en viens, t'es loin d'appartement à Montréal, personne qui va t'empêcher parce parce que t'as ton passeport avec tous tes papiers en règle. Je veux dire, c'est le même pays. Oui, il y a deux gouvernements différents, mais au final, c'est le même pays. Donc, je pense que ça pourrait se faire. C'est juste que, tu vas arriver quand même dans un environnement anglophone. Le premier environnement où tu vas remplir, ça va être tout anglophone. C'est qu'au lieu de checker ton français, ils vont checker ton anglais. Et puis les Français, c'est pas les champions du monde pour l'anglais. Effectivement, ils vont vérifier ton anglais et tous les papiers, toute la paperasse tu vas avoir à faire, toutes les entrevues vont se faire en anglais parce que, malheureusement, les Canadiens français, les Québécois, on parle tout anglais. Les Canadiens anglais, ils parlent pas français. Non. Ben, Mario. Un demi de 1% parle anglais, à peu près. Mais... Non. Au Québec, on parle pas tout en anglais. Non, c'est vrai, t'as raison. Ah oui. Mais vous parlez quand même beaucoup mieux anglais que les Français. Oui, absolument. Mais puis on parle beaucoup plus anglais que les Canadiens anglais parlent français. C'est dans ma ville où est-ce qu'il y avait historiquement beaucoup d'anglophones, ils parlent tous français. Ceux qui ont décidé de rester au Québec, ils ont pris le français. Sinon, ils sont partis vivre en Ontario ou dans l'Ouest canadien parce qu'ils voulaient pas apprendre dans l'Ouest de la ville. Ouais, on a une petite zone qu'on appelle le Canada qui est où est-ce que les gens refusent d'apprendre le français, mais ça c'est partout pareil. Dans tous les pays, on a ça, des îlots où est-ce que les gens sont réfractaires. Donc, Benjamin, j'ai voulu te donner la parole, mais t'as posé une question. Donc, ton parcours à toi, t'as pas demandé le visa, si je comprends bien, ou t'as demandé un autre type de visa? Non, moi j'ai donc comme je disais tout à l'heure, la sortie de l'université. Donc en fait, ma dernière année d'université, je l'ai faite aux États-Unis à San Francisco. Donc, tu avais fait un échange universitaire? Ouais, c'était un échange universitaire avec mon école en France. Puis là-bas, j'ai rencontré une demoiselle, une québécoise. Et donc, quand mon école a été terminée, j'avais le choix entre rentrer en France et puis, elle, en fait, elle était encore étudiante à l'université de Sherbrooke. Donc, elle pouvait pas quitter le Canada. Elle aussi était dans un échange. Elle était à l'université de Sherbrooke. Puis c'était à quelle université? Elle était à Hayward. C'est sur le. Elle n'était pas à la même université que toi à San Francisco. Non, elle était même pas dans San Francisco même, elle était en banlieue de San Francisco, mais bon, comme il n'y a pas grand chose à faire là-bas, les jeunes en général ils viennent à San Francisco. Donc elle était quoi, du côté de Oakland? Ouais, un peu plus bas que Oakland, ouais. Proche de Berkeley. Là. Ouais. Okay. Et donc voilà, moi j'ai décidé de chercher un travail au Canada. Donc j'ai envoyé des CV un peu partout. En fait, je suis allé sur le site de Microsoft, j'ai regardé les Gold Partners. Puis j'ai pris les premiers dans les Gold Partners. C'est une bonne technique. Voilà, je vais prendre parce que j'étais spécialisé dans les technologies Microsoft, donc ou mieux que travailler que dans une entreprise qui est Gold Partner. Donc j'ai envoyé des CV, puis là j'ai eu une seule réponse. Mais c'est la réponse qui a suffi. Donc dans une compagnie, donc c'était pas à Montréal, c'était à Brossard. Puis là ils étaient très intéressés par mon profil, surtout en plus parce que j'étais MVP. J'avais le World MVP par Microsoft et puis apparemment c'est assez connu dans la région, au Québec et puis au Canada en général. Et donc là ils ont fait toutes les démarches pour moi, donc moi j'ai juste rempli des documents, je les ai envoyés à l'administration et puis ils ont communiqué avec le gouvernement directement. Et donc j'avais engagé les démarches en juillet-août et j'ai eu mon visa en octobre. Donc ce que tu es en train de dire, c'est si
t'es assez, t'es assez crédible, puis que tu peux directement, à travers Internet, te trouver un employeur au Québec qui veut bien t'embaucher. Je les ai jamais rencontrés avant d'arriver à Montréal. J'ai eu une entrevue, c'était par téléphone. Puis le lendemain, il m'avait envoyé un contrat de travail par Internet. Mais là, juste pour comprendre, tu as eu une entrevue, mais est-ce que tu étais quelqu'un qui avait une certaine, je vais appeler ça avoir une vie sur Internet, c'est-à-dire est-ce que tu étais quelqu'un qui avait écrit des articles? Tu sais, des fois, juste en fouillant avec Google est notre meilleur ami. Donc, on découvre beaucoup de choses sur les gens. Donc, peut-être qu'ils ont vu, regarde ça, il a écrit un article là-dessus, donc ta crédibilité technique était peut-être... c'est ça. Comme j'étais MVP, j'avais un blog, j'écrivais sur des forums, j'avais un site web avec des articles. Donc, ça montrait un peu que j'étais pas que je savais un peu de quoi je parlais. Puis en plus, ils avaient envie de transformer leur projet en Silverlight. Puis c'était la technologie dans laquelle je m'étais spécialisé. Et puis Silverlight était tout nouveau, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui savaient en faire. Donc j'étais vraiment un bon fit pour ce qui est recherché. Tout à fait. Mais là, la différence, par exemple, avec mon visa, c'est que tu avais un contrat de travail avec une compagnie. Voilà. Ils ne pouvaient pas changer de compagnie aussi facilement que ça. Mon visa était fermé, donc c'était un visa de 2 ans. Donc, il fallait que tu travailles pendant 2 ans de temps pour la même compagnie. Ouais. Ce qui est une éternité en informatique. Si tu veux quitter, il faut que tu trouves une autre entreprise qui veut bien te refaire un nouveau visa. Ah oui. Et donc, tu reprends les délais. Donc, et puis c'est pareil, d'abord, tu fais ta demande au Québec. Une fois que le Québec a accepté, tu l'envoies au fédéral. Et puis, le fédéral est beaucoup plus chargé que le Québec. Donc, le Québec, ça se fait en 2 mois, puis le fédéral, Parce que là, quand tu arrives, tu peux tomber sur un très bon employeur, mais des fois, tu tombes dans un environnement où tu dis, ouf, le climat est malsain, il n'y a pas vraiment beaucoup d'amour, tu sais, il y a tout, il y a de tout. Tu as des entreprises plaisantes, tu as des entreprises... Ils m'ont pas rencontré et je les ai pas rencontrés, donc c'est pareil, ils engageaient quelqu'un sans l'avoir vu, mais moi j'allais travailler pour quelqu'un sans non plus avoir vu les locaux, où est-ce que c'était, le type de projet, etc. Donc c'était à double sens, les autres aussi auraient pu être extrêmement déçus. C'était un pari autant pour eux que pour moi. Mais te connaissant, je pense que t'as pas trop peur de prendre des paris. Non, c'est comme ça qu'on avance dans la vie, il faut oser. Donc. Moi, j'ai une petite question au niveau pas de l'ambiance de travail, mais les façons de travailler. Vous avez travaillé la plupart, sauf toi peut-être, Benjamin, vous avez travaillé en Europe. Quelles sont les différences entre les employeurs ou les façons, les méthodes de travailler qu'on a en Europe par rapport à ce qu'on a ici en Amérique du Nord? Ici, il y a une grosse culture du 9 à 5. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc, les gens, ils arrivent à 9h, à 5h, ils s'en vont 5h. À 5h, ils sont partis. En France, les gens, ils arrivent à 9h et puis, il y en a qui partent à 5h, hein, comme partout. Mais il y en a beaucoup, en fait, qui vont rester en plus parce que c'est bien vu ou ici. Mais ici, même le patron de l'entreprise n'a pas forcément envie que ses employés fassent restent pour rester, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué qui est très différent de la France. Ça fait bizarre au début, oui. Ah oui? Oui, ça fait vraiment bizarre on a travaillé, on s'était rencontrés avec Julie dans notre travail précédent et on prenait beaucoup les transports et du coup on rentrait chez nous, il était à peu près, entre 20h et 21h et les premiers mois où j'ai travaillé ici, je rentrais chez nous dans notre appart à Montréal vers 6h. Vers 18h. Déjà, j'avais pas tellement l'impression d'avoir beaucoup travaillé parce que c'était tellement tout. Ça faisait vraiment bizarre d'avoir d'un coup 2 heures à quoi faire. Il y a une nuance, on prend pas quand même 2 heures sur l'heure du midi, là. Non, exactement, ça c'est différent, tout à fait. Ça, c'est vraiment là, un petit cours de la personne inaire connaît rien comme si tous les Français prendraient 2 heures. Donc. Parce qu'en France non plus, on prend pas 2 heures. Je sais bien, mais je peux même m'amuser un peu. Mais là, il y a 20 000 auditeurs qui écoutent et qui disent « Qu'est-ce qu'il raconte? » Vous avez le droit de... Moi, dans mon cas, ça a été une grosse différence aussi. Donc, j'étais plutôt dans un profil SS2I, consultation développement. Et je faisais 9h le matin et je finissais jamais avant 7h, 7h30 le soir. C'était complètement les horaires normaux, là. C'était pas des rushs ou quoi que ce soit, là. C'est pas des overtime. C'est très mal vu. C'est très mal vu partir du tôt, coup, là. si tu pars à 4h, on va te dire, c'est un rendez-vous chez le dentiste, t'as quelque chose d'exceptionnel, qu'est-ce qui se passe? T'as pris ton après-midi, ouais, c'est là. Ouais. Et puis, quand je suis arrivé au Québec, ma première expérience a été au CN. Je suis arrivé au CN sur un grand plateau avec des box partout. Et puis, il est rendu 5h le soir. Donc moi, je travaille, je me rends pas compte de ce qui se passe. Puis il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule qui me dit regarde,
c'est tout vide. Qu'est-ce que tu dors ici? Ouais. On m'a déjà demandé, mais Puis c'est là, je me bizarre, dis, pourquoi est-ce que tu restes? Je me lève, je regarde, puis il n'y a plus personne. Fait que ça, c'est le premier choc. Mais est-ce que la journée ou les journées sont plus intenses, plus courtes et plus intenses, ou est-ce qu'on travaille différemment? Pourquoi on part à 5 heures ici? OK, moi, je dirais la réunionnite, là, ce qu'on appelle la maladie de la réunion, le meeting. Donc en France, on fait des meetings, des meetings, des meetings. Pour faire des meetings? Des meetings, pour organiser un meeting, pour parler d'un meeting. En fait, je pense que le principal problème, c'est qu'il n'y a pas d'ordre du jour pour un meeting. Il n'y a pas d'organisation. Donc on fait un meeting et puis on improvise des choses et puis ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures avec beaucoup de monde dans le meeting. Alors que la grosse différence que j'ai vue ici, c'est que dans un meeting à Montréal, tu essaies de mettre uniquement les gens impliqués dans un meeting. Quelqu'un qui n'a rien à faire là, il quitte. Ou même tu commences un meeting, dès que tu as fini ta partie, tu te lèves et tu quittes parce que tu n'es plus impliqué là, donc tu perds pas ton temps. Puis les meetings, c'est des points précis. Et quand on a fini les points, on passe pas aux autres choses, on s'arrête, on finit le meeting. Donc, probablement, c'est quelque chose qui nous gruge du temps en France, c'est qu'on passe beaucoup de temps dans des réunions, des meetings, où on n'est pas productif. D'autres commentaires, non? Ouais, il y a une autre, ça rejoint un peu cette remarque sur les meetings, qui est que j'aurais tendance à trouver qu'au Québec, ça marche un peu plus un peu moins au plan. Alors, on a l'impression que c'est un petit peu à l'arrache, si je peux dire comme ça, mais c'est plus spontané. Et puis si on fait des erreurs, c'est pas grave, parce qu'on n'a pas pris tant de temps que ça à planifier, mais on avance au moins. Alors qu'en France, c'est plus posé, c'est plus réfléchi, on a l'impression que c'est plus planifié, mais ça prend aussi plus de temps, ce qui dans l'informatique est jamais une bonne chose. Puis du coup, moi, c'était un peu ça que j'ai ressenti. Mais ce que tu viens de mentionner est important, l'erreur. Dans la culture européenne, on n'a pas tellement droit à l'erreur. Si on se plante, si on fait des erreurs, par exemple, si on démarre une entreprise ou quelque chose comme ça, puis ça va pas, on est marqué au fer rouge pour la vie ici. Ici, est-ce que je me trompe si on a plus droit à l'erreur? En fait, il faut presque, dans notre parcours, faire quelques erreurs pour gagner un peu d'expérience. Ouais, ça c'est sûr. Je pense que c'est vrai. Après, là, on est en train de faire des généralités qui sont, on est d'accord, c'est différent, ça dépend de... Bon, on est tous assez jeunes aussi autour de la table, qui fait qu'on n'a pas non plus eu tant que ça de différentes expériences, puis ça dépend vraiment de chaque entreprise, des gens sur lesquels on tombe, à quel moment de sa carrière on tombe là-dessus. On n'a pas la même façon de voir les choses. Mais oui, je pense qu'il y a une culture de l'erreur qui est différente, c'est sûr, entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Moi, je ne sais pas trop au niveau de l'erreur, mais j'ai senti en tout cas qu'il y avait beaucoup plus moins de freins pour se lancer et faire quelque chose. Si je prends le terme entrepreneur en général. Oui, parce que toi, t'es un entrepreneur. Ouais, puis en tout cas, dans mon cas personnel, je pense pas que j'aurais fait ça en France, tout ce que j'ai fait au Québec, tout simplement. Je me serais pas senti de le faire. En France, j'étais employé dans une compagnie, puis j'étais très bien comme ça. Mais c'était une entreprise qui était assez intéressante, un Gold Partner Microsoft qui faisait que chaque individu était consultant, développeur, formateur, on faisait plein d'activités. Puis en arrivant à Montréal, la première chose, j'ai fait un peu comme Benjamin, je lui ai dit je vais chercher une entreprise similaire, je cherchais la même chose. Vraiment le cousin de la compagnie sur laquelle j'étais, donc un Gold Partner qui a des consultants, formateurs, développement sur les technos Microsoft. Donc j'en ai trouvé un. Et puis j'y suis resté 1 an, puis je me suis rendu compte que il fallait que je fasse autre chose en fait. Naturellement, j'avais des idées que je me disais je veux les faire moi-même, puis je veux développer quelque chose. Puis c'est juste en rencontrant quelqu'un qu'on s'est dit tiens on va créer une compagnie, puis on va se lancer là-dedans. Et puis c'est vraiment quelque chose que je pense pas que j'aurais fait en France, étant donné toutes les démarches administratives, et je dirais que quand je parle administration, c'est quelque chose d'assez lourd sur mes épaules en France. En fait, je pense que c'est beaucoup plus... Oui, parce que tu as lancé une entreprise, OK? Puis suite à ça, là, présentement, tu es travailleur autonome. Donc, c'est deux types de travail qui sont moins communs. Oui, Europe. Si on le rapproche un peu au métier de l'informatique, en France, en tout cas, moi je parle de mon expérience jusqu'à il y a 6 ans, ça a peut-être changé, mais les freelances, c'était des designers, des graphistes en France. C'était pas des programmeurs. Les programmeurs étaient des employés. Ce qui est un monde complètement différent à Montréal où il y a énormément de programmeurs qui s'enregistrent et qui font
et qui se mettent en tant que freelance programmeur. Et ça a changé en France depuis quelques années. Ouais, il y a un nouveau statut, le statut auto-entrepreneur. Micro-entrepreneur, en France. Auto-entrepreneur. Auto. Auto-entrepreneur. Ils ont facilité ce statut-là, je Voilà. pense aussi. Et donc, Ok. tu as une charge fiscale moins élevée. En fait, tant que tu fais moins d'un certain chiffre d'affaires annuel, qui est quand même assez élevé, je crois que ça doit être... Je sais pas exactement, mais c'est quand même assez élevé. Et donc, tant que tu dépasses pas ce niveau-là, tu as une charge fiscale pas trop élevée. Donc, il y a beaucoup de développeurs en fait qui se lancent dans ça, auto-entrepreneurs. Et puis même, ils le font des fois à côté de leur emploi. Donc, pour faire des projets en indépendant, des choses comme ça. Et donc ça, c'est un truc sur lequel le gouvernement français a essayé de travailler. Bon, je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas très satisfaits par ce statut, mais moi, j'ai trouvé qu'en général, dans l'informatique, ça marche plutôt bien. Un peu comme au Québec. OK. Au niveau culturel, est-ce que vous avez remarqué d'autres oui, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont frappé? Moi, il y a quelque chose qui m'a frappée parce que je travaille dans une petite entreprise. Alors, on a fait des recrutements dernièrement. Puis, j'ai eu la chance de participer à ça. C'est que les gens se vendent beaucoup plus facilement ici qu'en France. Alors, c'est assez mal vu en France de se survendre, par exemple. Mhm. Alors, j'ai trouvé qu'au Québec, les gens étaient assez facilement seniors, experts. En mettant peut-être un petit peu trop. Non, mais c'est pas de la prétention, en fait. C'est juste, les gens ont confiance en eux, puis ils se vendent, quoi. Ils savent faire ça, en fait. Ils sont pas gênés de dire, moi, j'ai déjà fait ça. Même s'ils sont peut-être pas experts, mais ils disent, voilà, je l'ai déjà fait. OK. Et En fait, c'est un l'art de se vendre, de se présenter, puis de mettre en valeur ses bons côtés, là, finalement, son expérience. Mais je pense que c'est peut-être un trait nord-américain parce que aux États-Unis, entre autres, Jeff Atwood, un blogueur que je lis et que j'aime beaucoup, son blog c'est Coding ouais. Hour. Un moment donné, il parlait d'embauche et il disait que, puis c'est maintenant de ça 5-6 ans, j'avais lu ça. Puis c'est une technique que moi je fais beaucoup aussi au niveau d'embauche, c'est-à-dire de faire un premier filtre au téléphone. Parce que sur les CV, les gens, ils sont supposément experts en tout. Puis là, quand tu commences à parler au téléphone, rapidement, tu peux voir que non, il comprend rien. Et tu vois en entrevue, à ce moment-là, juste les vrais candidats qui ont... donc, c'est comme un trait nord-américain de toujours dire je connais ça. Donc, même à un moment donné, il y a la course à mettre le plus d'acronymes dans un CV, comme si tu serais... ce que je pense qu'on ne ferait pas en Europe, parce qu'on est plus sensible au fait que, tu sais, écoute, j'écris quelque chose par écrit, ça reste... Puis en Amérique, c'est pas dans la culture. En tout cas, donc nous, en tout cas, moi, quand je fais de l'embauche, c'est faut que tu filtres, sinon tu vas voir en entrevue un paquet de candidats qui sont vraiment pas très compétents. Donc, c'est peut-être un conseil pour nos amis européens qui nous écoutent de pas nécessairement gêner, là, mais s'ils ont travaillé, ils ont eu quelques expériences sur, je sais pas, avec telle technologie, sur tel projet, de les inscrire dans votre CV. Exactement, et le CV, il faut vraiment beaucoup plus pousser son expérience et dire oui, j'ai vraiment fait ça, faut pas hésiter. Le CV est totalement différent aussi. Ouais, moi, je rapprochais ce qu'a dit Julie d'un trait aussi nord-américain, c'est qu'on laisse sa chance aux gens. Et peu importe ce que tu as fait avant, peut-être que tu étais boulanger ou poissonnier, c'est pas grave. Tu vas être programmeur informatique, montre-nous que tu sais le faire, si tu as l'expérience, si tu as la volonté, tu peux le faire. T'es pas en France, c'est le règne ouais. du diplôme. Encore une fois, moi, il y a 6 ans en arrière, ça a peut-être changé depuis, mais c'est le règne du diplôme. Une offre d'emploi, on va dire, il faut que tu aies, ça s'appelle le bac. Puis, si t'as beau être le meilleur programmeur du monde, si t'as pas le bac, bac plus quelque chose. Ou bac plus, peu importe ce qu'ils demandent, là, si tu l'as pas en termes de diplôme, on va même pas regarder le reste du CV. C'est ça qui est malheureux. Et ce que j'ai senti beaucoup, moi, en Amérique du Nord, c'est moi, j'ai jamais montré mes diplômes depuis que je suis arrivé à Montréal. On me les a jamais demandé. De toute façon, je sais même pas c'est quoi l'équivalence de ce que j'ai. Puis peu importe. Moi, j'ai tout de suite montré l'expérience, ce que font les gens ici, on m'a montré l'expérience, ce que je sais faire, ce que je veux faire, là où je veux aller, et les projets que j'ai travaillés, mais jamais mes diplômes. Donc, l'expérience est super importante ici. Je la vois, moi, plus importante. En France, c'est plus le diplôme avant. Même les salaires sont indexés sur des diplômes. Les salaires, il y a des grilles, Il n'y aura pas de différence. 2 personnes, il y en a un qui est 3 fois plus compétent, mais qui a le même diplôme, donc il aura le même salaire. Dans les grandes SS2I en France, les grosses SS2I en France, il y a des grilles en fait en fonction de ton diplôme et de ton école. Donc mettons tu as un bac plus 5 qui équivaut à une maîtrise ici. Tu as un bac plus 5 et puis tu as fait telle école et ton salaire va être entre temps et temps. Mais si tu as un bac plus 5 mais tu as fait une autre école, ton salaire il sera un peu plus bas parce que ton école est moins réputée, tu es censé être moins bon quand tu sors d'ici. Alors que c'est complètement faux. Ça peut être un choc là, pour les gens qui arrivent ici là.
Bah, c'est s'ils un sont choc, mais dans le habitués. bon sens. Non, mais si tu es confortable dans ce mode-là, bon, t'es habitué, bon, moi j'ai été à telle école, puis Tu peux c'est ça, tu peux dire, écoutez, moi j'ai fait les mines ou je sais pas quelle école, moi je veux tant, ils vont dire, mais pourquoi t'as Non, rien mais fait ça. encore. Je veux dire, Ouais. tu sors de l'école, C'est un, pourquoi est-ce qu'on te un donnerait ça? choc dans le bon sens où Ouais. tu peux plus te protéger à ton diplôme. Là. C'est que justement, on va vouloir voir tout de suite qu'est-ce que tu vaux, Il qu'est-ce faut que tu sais surtout faire. comprendre que c'est pas parce que tu écris une école prestigieuse. Nous, ce qu'on va regarder, c'est plus, bon, c'est quoi son GitHub, c'est quoi les projets qu'il a fait. Parce que maintenant, tout est en ligne. Si t'es, tu sais, moi, premièrement, quelqu'un qui me soumettrait un CV, puis il n'y a pas ben, ça n'a pas forcément besoin d'être un GitHub, mais il n'y a pas un endroit où est-ce que je suis capable de voir c'est quoi les projets qu'il a fait. C'est déjà un signe à dire, ouf, qu'est-ce qui... Tu sais, puis si je tape son nom dans Google, puis il sort même pas, là, je dis, il n'existe pas. Et voyons, et c'est fondamental. Et l'Internet dit tout maintenant. Donc, les codes où est-ce que tu viens, en tout cas en Amérique du Nord, oui, c'est peu juste que tu as une formation de base, que tu as appris à penser, mais ça s'arrête là. Le reste, après ça, c'est montre-nous ce que tu sais faire. Puis comme tu dis, quelqu'un pourrait avoir une formation d'infirmier, puis s'il a découvert une passion pour l'informatique à 22 ans, puis là, il s'est mis à écrire du code, puis à bloguer là-dessus, à montrer son code, ben il peut changer complètement de carrière, il n'y a pas de problème. C'est fondamental de changer de vie, finalement, de carrière. Je le vois beaucoup plus faisable en Amérique du Nord qu'en France. En France, si tu as fait toutes tes études pour être, je sais pas, infirmière, je pense pas que tu vas pouvoir passer informaticienne là en 3 mois ou en 6 mois. Là. Il va falloir faire un gros recul, repartir à l'école, faire des diplômes, etc. Mais ça, par contre, c'est très... là, autour de la table, on n'a pas de personnes qui sortent de l'école. Je sais pas à quel point c'est facile, par exemple, pour quelqu'un qui a aucune expérience dans le monde de l'entreprise, d'aller directement au Québec. Toi, c'est un peu différent parce que tu es MVP, puis tu avais un blog, etc. Mais moi, quand je suis sortie de l'école, j'avais pas plus d'intérêt que ça dans la programmation. J'ai vraiment découvert ça avec ma première expérience. Donc, je suis heureuse que quelqu'un m'ait donné ma chance en me disant, bah voilà, au moins j'ai pu découvrir que j'étais passionnée par ça. Mais j'ai pas de GitHub et tout ça, là, je savais même pas que ça existait, et puis je m'en fichais pas mal. Et du coup, je sais pas à quel point c'est facile pour quelqu'un qui est français, qui vient juste d'avoir son diplôme, d'émigrer au Québec. Ça doit pas être si évident que ça. Il y a aussi il y a certains diplômes, certains visas demandent une expérience minimale. Moi, j'ai fait un autre visa après mon premier, et là, il fallait 2 ans d'expérience. Donc là, j'ai dû gratter dans mon CV les stages, parce que j'avais travaillé qu'un an ici, et puis après, ils comptent les stages. Donc j'ai dû dire, bah, regardez, j'ai fait un stage ici. Tu changes les dates à 1 mois près, parce que en fait, j'arrivais à 23 mois. Tout est enregistré, tu sais quoi. J'arrivais à 23 mois, et puis elle me dit, non, il faut 24. J'étais là, bon bah... On va s'inventer un mois. Bon, c'est pour ça, Mario, qu'il a changé de nom. Hein. Sébastien C'est Rioux. Sébastien Rioux, oui. Il y a peut-être un vrai Sébastien Rioux qui... Ouais. Au niveau de la culture aussi, est-ce qu'il y a des différences de la façon de travailler, par exemple, au niveau des patrons, de la hiérarchie? Avez-vous vu des différences en travaillant ici en Amérique du Nord? Moi, je suis éliminée, je travaille dans une start-up et mon patron a 25 ans, donc on est 10 dans l'entreprise, donc les relations hiérarchiques sont pas très marquées. Mais non, je pense que ça doit être pas... j'ai pas travaillé dans des grosses entreprises ici, mais j'ai l'impression que, mettons, CGI, j'ai l'impression que CGI, c'est quand même vraiment hiérarchique. Ouais. Donc, tu as ton manager, puis il a son manager, et puis tu coupes pas la chaîne tu vas pas parler directement au supérieur, ton supérieur. J'ai l'impression que c'est quand même assez similaire. Surtout les entreprises comme les petites entreprises à Montréal de 15-20 personnes, tu es en communication directe avec tout le monde. Avec tout le monde, c'est un peu comme en France. Tu prends BeWise, Winwise, ou enfin toutes les compagnies spécialisées dans les technologies Microsoft, c'est un peu la même chose. Donc non, moi personnellement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de grosses différences. Le premier hiver, est-ce qu'il y a un choc? Est-ce que c'est vrai le mythe qu'il y a des Français qui, quand arrive octobre, novembre, puis là, ils se rendent compte que il fait vraiment froid, Oui. que ça passe pas, ça dit qu'on retourne. Pas moi personnellement. Mais, moi, c'est surtout que le premier hiver, j'arrivais de San Francisco. Et comme j'étais pas Double choc. Comme j'étais pas censé venir au Québec, moi quand j'avais fait ma valise pour aller à San Francisco, la chose la plus chaude que j'avais, c'était un pull. Donc j'étais arrivé ici, j'avais pas de manteau. J'étais arrivé en mois de décembre, il faisait moins 40. C'était un hiver très froid. Et puis je suis sorti de l'aéroport et j'avais rien. Et il faisait très 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 froid. Mais ça dépend en fait des personnes. Moi je suis pas un fan du froid.
mais je le supporte, j'arrive à vivre avec. Je pense qu'il y a 80% des Québécois qui sont pas des fans du froid. Non, c'est ça que qui voudraient tous vivre ailleurs. C'est ce que je comprends pas. Moi, ma blonde, elle est tannée de l'hiver. Elle me dit, je suis tanné, je suis plus capable. Et c'est pour ça que vous allez tous dans le sud, à Cuba, en République Dominicaine, à l'hiver, parce que vous êtes pas capable. On coupe l'hiver en deux, au moins. Voilà. Mais c'est marrant. Vous aimez pas l'hiver, mais vous restez. Tu sais qu'il y a des mythes là vus depuis la France et c'est comme le Québec là, c'est bien loin, puis tout le monde connaît pas la géographie en détail, mais il y a des gens qui pensent que les Montréalais vivent sous terre là pendant. Ouais, ils pensent c'est comme il y a un Montréal souterrain. Quand on parle de la ville souterraine, les gens ils pensent qu'il y a des. Les gens ils habitent sous terre. Ils sont où les bâtiments. C'est comme une imagerie. Des buildings sous la terre, parce qu'on sort pas du tout de l'hiver. On a fait comme la barbotte, on sort juste au printemps. Je sais que mes parents, quand je leur envoyais les premières photos des premiers hivers, ma mère, la première question me disait, mais comment vous faites pour aller faire l'épicerie? Ouais. Tu mets des manteaux. Le manteau, la tuque, et puis on sort. Ah bon? C'était comme incroyable. Alors moi, au niveau géographique, il y a plein de gens qui me disent, mais du coup, il fait nuit toute la journée. Je fais, mais c'est la même latitude que la France, c'est pas plus haut. Ouais, puis si je prends ton exemple, Laurent, je me souviens que le premier hiver, là, je pense qu'avec ta conjointe, t'as fait toutes les activités possibles. Je pense qu'un truc, là, c'est de pas s'enfermer. Profiter de l'hiver. De profiter, en fait, d'apprivoiser l'hiver, de faire des sports, faire un peu de patin, Nous, c'est ça. On n'était jamais venus au Québec, mais on s'est quand même renseigné, on a regardé un peu, donc on a bien vu qu'il y avait un hiver assez rude. Surtout que nous, on était du sud de la France, à Toulouse, donc un hiver, c'est 0 degré, un peu humide. Donc en voyant ça, on s'est dit, mais il faut quand même... il va y avoir des gros changements, là. Moi, j'aime bien ça aussi, que les saisons soient bien marquées. Qu'il y a un vrai été, un vrai hiver. Donc c'est sûr qu'il y a un gros changement. Tu changes tes affaires, tu changes les sports, tu changes tout. Donc une fois que tu as accepté ça, tu sais que tu vas plus pouvoir faire le même sport à l'année longue. Donc tu sais qu'à un moment donné, tu passes à l'hiver, puis tu passes en mode hiver. Donc on a acheté l'équipement qui va bien. Et effectivement, le premier hiver, on a décidé d'en profiter plus que le subir. Alors on a fait le traîneau à chien, tu fais le motoneige et toutes les choses comme ça. La pêche sur glace. Le chalet. Écoute, j'ai jamais fait de traîneau à chien. Il faisait tout, il disait, j'ai fait ça en fin de semaine, on le regardait, on disait, mais nous on se regardait, on n'a jamais fait ça. Alors que je suis sûr qu'on l'a tous les quatre, Voilà. on l'a fait, quoi. Mais moi- une caractéristique, par contre, que moi, je sais que j'ai vécu un moment donné à l'extérieur pendant plusieurs mois. Au Québec, à tous les 2-3 mois, on change de saison. Donc, on change aussi de linge, de vêtements. Tu sais, comme là, en fin de semaine, on prenait, nous autres, toutes les bottes d'hiver et on les descendait dans le sous-sol parce que c'est fini l'hiver, là. Donc, faut faire de la place parce que c'est tout maintenant les bottes de printemps et tout. On change complètement de saison et on change d'habillement et on est habitué d'avoir un rythme à tous les 2-3 mois, ça change. Quand ça passe 6 mois, dans mon cas, moi, je restais à Los Angeles. Après 8 mois, où est-ce que j'avais pas changé de linge puis il faisait encore soleil. Écoutez, là, ça faisait 8 mois qu'il n'avait pas plus mouillé, puis quand il a mouillé, j'étais dehors sous la pluie en dansant. Yeah! Puis les gens de Los Angeles me regardaient en disant, mais il est fou. Parce que les autres, ils pleuraient parce qu'ils avaient leur première journée de pluie après 8 mois. Moi, j'étais heureux. Donc, s'il y a un tempérament et si on aime le changement quelque part. Ouais. Et pour les Français qui nous écoutent, faut savoir que dans les années extrêmes, il peut y avoir 80 degrés d'amplitude entre l'hiver et l'été. Donc c'est-à-dire qu'en hiver, on peut avoir du moins 40 et en été, on peut avoir du plus 40. Il y a pas mal de gens qui pensent pas que l'été, il fait aussi très chaud. Très chaud. Il fait très chaud et humide. C'est vraiment beaucoup plus chaud que dans pas mal d'endroits en France. Non, en fait. oui, il fait très très chaud. Et Non, mais c'est moi, j'ai pas l'air climatisé un bon point, chez moi. ça. Il y a des Français qui pensent qu'il c'est tout le temps l'hiver, qu'il y a tout le temps de la neige quasiment. Ouais. Comme les voisins de mes parents aussi, que mes parents, ils venaient nous voir à Montréal en été. Donc leur voisine leur dit mais vous avez pris les anoraks, le bonnet, tout ça. Puis mais non, mais à Montréal il fait beau en été, c'est un été, c'est pas il y a plus de neige. Moi, je sais que je l'ai quasiment mieux vécu ici que on a vécu à Paris avant de venir ici. Et du coup, à Paris, on n'achète pas vraiment les gros manteaux, tout ça. Puis il fait pas si froid que ça, mais il fait -5, il fait humide, il fait noir. C'est vraiment pas agréable. Alors que ici, au moins, j'ai investi dans un énorme manteau que quand il fait plus de 0, j'ai chaud avec. Et puis des grosses bottes. Et en fait, comme il n'a pas plu de tout l'hiver, bah finalement, moi, je l'ai bien vécu, quoi. C'est ça, mais c'est ça j'aime bien ça aussi. C'est franc comme saison. T'es pas justement entre les deux. Moi, c'est pareil. À Toulouse, il y avait jamais de saison un hiver très franc. Donc, souvent, tu t'équipes pas non plus. Puis t'es comme un peu entre les deux. Il fait un peu humide, il fait froid, ça te rentre dedans. Puis t'étais pas vraiment en mode hiver non plus. Donc, t'es vraiment, c'est comme une mi-saison.
Je veux dire, comme tu dis, en hiver, tous les 3 mois, on change radicalement toutes nos habitudes. On change même les roues de la voiture, tu sais, l'équipement et les sports, on change tout. Ouais. Donc après, il faut s'adapter à ça. Mais une fois que tu t'adaptes, c'est intéressant. Puis il y a quelque chose de fabuleux à Montréal, c'est le printemps. C'est comme la ville qui se réveille, ça éclot. Là, Bah là, elle a du mal à se réveiller. là ça tarde un peu. Mais je pense qu'on s'excite un peu dès qu'on voit plus de neige, on croit que c'est le printemps. Ouais. Puis le mois d'avril, à chaque fois, nous fait ça. C'est que c'est encore un peu pourri. Au mois de mai, il va faire 20 degrés avec du soleil. Et puis là, c'est comme la ville qui renaît. Là, c'est assez génial. Fait que ça, c'était le mythe de l'hiver. Est-ce qu'il y a d'autres mythes qu'on a quand on est... Mais Quand on est en revenant français, sur l'hiver, hein. je donnerais un petit conseil, moi, à tous les Français qui voudraient venir, ce serait... Moi, je vous conseille, je pense que des gens doivent penser différemment. Moi, je conseillerais d'arriver avant l'hiver, juste avant l'hiver. Parce que si tu arrives à la fin de l'hiver, bah, tu fais « Ah, c'est beau, il fait chaud », tu t'investis dans la ville, tu te fais des amis, etc. Et puis, si l'hiver arrive et que ça te plaît pas du tout, moi, il y a des gens qui font des dépressions. Mais ce que je conseille, donc, les gens, quand ils vont faire un visa pour venir, ou comme j'ai fait un visa permanent pour venir longtemps, avant ça, ils font un voyage de prospection. Donc, partir, mettons, 2 semaines. Puis moi, je leur conseille de faire ça l'hiver. De venir l'hiver, pour venir quand c'est vraiment extrême. L'été, tu sais que tu vas être bien. Nous, on mais était venus de venir l'hiver, une semaine l'été. parce que si tu viens 2 semaines en hiver, tu vois de quoi ça a l'air. Moi, je suis arrivé en octobre et je trouve que c'est vraiment la bonne période parce que il fait grisâtre, il pleut. L'été indien si t'es chanceux. C'est comme Paris, hein? C'est comme Paris. Après, tu fais l'hiver et après, tu te dis bon bah si j'ai survécu à l'hiver, enfin je veux dire. Moi, ça m'a pas dérangé tant que ça. Mais tu te dis bon bah on est arrivé au mois de mai. Bon, il commence à faire chaud. Là, tu te dis bon bah c'est bon. Et puis après, J'ai survécu. C'est ça. Donc tu sais que tu es fait pour. Tu peux habiter. C'est ça, mais je pense que les deux principales causes de retour qu'on voit souvent, c'est probablement entre 1 an et 2 ans. Il y a des Français qui repartent. On peut comprendre, mais les 2 raisons, c'est ça va être le climat qui est assez sévère parce qu'on maintenant on subit pas l'hiver. Et le deuxième, c'est la famille. C'est l'éloignement avec la famille. Ouais. À un moment donné, finalement, non, il faut revenir voir la famille. On peut comprendre aussi. Mais il y a quand même quelque chose de fabuleux, pas juste à Montréal, mais partout au Québec. Justement, on y approche, là, d'ici dans 2-3 semaines, moins que ça, même peut-être dans une semaine et demie. Dès qu'il va faire assez chaud, les terrasses ouvrent, parce que là, tout le monde veut manger sur les terrasses. Ouais. Et ce qui est fabuleux, c'est que toute la gente féminine se met en mini-jupe. J'étais sûr que tu allais dire ça. Et écoute, nous, les gars, on s'installe et on regarde les filles passer. C'est fabuleux, vraiment. Là. Quand je disais la ville réclos, c'est un peu ça que je pensais, mais je l'ai pas dit comme toi. En fait, on s'éclate l'été. Hein. C'est tous les festivals, tout ça, effectivement. Ben, c'est un peu comme, tu sais, quand on est à Seattle et il fait soleil. Seattle, il pleut 200 jours par année à peu près. Ouais. Donc, s'il fait soleil, les gens sortent du bureau, ils arrêtent de travailler et ils vont jouer au soccer. Tu sais, ils vont profiter de l'extérieur parce que c'est une des journées où il fait soleil, t'en profites. Nous, quand il arrive le printemps, on en profite. Il fait beau, il fait soleil et tout. Donc, moi, je reviens à ma question sur les mythes. Là. Est-ce qu'il y a d'autres mythes comme on a parlé de l'hiver? On a parlé de la langue tout à l'heure. On disait qu'il n'y avait pas la barrière de la langue ou quoi. Donc, où il y a des gens peut-être qui se disent ben c'est chouette, je vais pouvoir parler anglais au Québec ou au contraire, je vais pas avoir à parler anglais au Québec. C'est pas aussi général que ça, par exemple. Moi, je travaille dans une entreprise qui est complètement anglophone. Il y a personne qui parle français. Enfin, il y a un Québécois francophone. Et à l'inverse, vous pouvez vous retrouver à travailler dans une entreprise francophone et jamais parler anglais. Mais ça t'a pas empêché de décrocher l'emploi? Non. Ça n'a pas été un frein. Puis, ce qui est peut-être bien aussi, c'est vu qu'on est dans une culture un peu entre Amérique du Nord européenne, ben on peut décrocher un emploi comme tu as fait dans une société majoritairement anglophone, mais on peut apprendre facilement l'anglais comme ça. Moi, j'avais la chance de pas être trop mauvaise en anglais parce qu'il y a quelqu'un d'autre, un Français qui est venu passer un entretien et puis la personne qui lui a fait passer l'entretien a dit moi, j'arrive pas à communiquer avec. Donc, OK. Ça prend un minimum. Mais ce que tu amènes, c'est un point. C'est vrai que il y a 2 pays dans le Canada. Il y a une communauté anglophone et une communauté francophone. Et il y a des entreprises à Montréal, parce qu'il y a quand même, sur 3 millions d'habitants à Montréal, il y en a 500 000, je pense, qui doivent être de langue anglaise. Mais plus que ça. Peut-être plus que ça, même. Mais eux autres aussi créent des entreprises, puis eux autres aussi sont impliqués dans la haute technologie. Moi, je me souviens aussi, un de mes premiers emplois, je travaillais dans une compagnie anglophone, et ça va se passer en anglais, parce que, malheureusement, ils n'ont pas besoin d'apprendre le français. Ils sont déjà en Amérique du Nord, tout se passe en... Et moi, ce que je trouvais difficile comme choc culturel, c'est que tout mon contexte culturel, c'est-à-dire les émissions de télévision que j'écoutais,
eux, ils en ont aucune idée. Ça n'existe pas, la télévision francophone. Tout ce qu'ils connaissent, c'est Hollywood, la télévision américaine, et ça s'arrête là. Leur vision culturelle est très limitée. J'aurais pas dû relancer Mario là-dessus. Non, Mais, il est reparti. Mais pour moi, c'est un choc de dire, bon Dieu, puis Mais Mario, pourtant, t'as survécu, là. Ah, j'ai survécu. T'as passé la cinquantaine, tout va Mais bien. effectivement, s'il y a un conseil à donner pour les Français qui voudraient venir, c'est si tu parles pas anglais ou si t'as pas l'intention de l'apprendre, tu te mets des barrières très fortes parce Ouais. qu'à un moment donné, Et ça puis- prend ça pour progresser. Et puis le québécois, c'est une autre langue, hein, je suis désolée. Oui. Ça, c'est un autre débat. Le parler québécois. Parlons-en du parler québécois. Moi, j'évite toujours d'aborder ces débats en général. Non, mais pour les auditeurs, moi, j'ai un accent assez prononcé, donc vous avez- Non. non, mais vous allez rencontrer des gens qui parlent avec la bouche très, très, très molle. Ça arrive beaucoup au Québec. C'est très américain, ça aussi, parce que pour les auditeurs, vous n'avez pas la chance, mais moi, j'ai voyagé beaucoup aux États-Unis, puis toi aussi, Guy, en tout cas, puis t'es allé à... Tu sais, quand tu vas aux États-Unis, c'est aussi 28 pays dans, tu sais, au Texas, moi je me souviens, un moment donné, c'était cet employeur-là qui était anglophone, on faisait des installations de systèmes informatiques à travers l'Amérique du Nord et on est pris dans le sud des États-Unis, on est perdu. Vraiment dans un coin perdu. Et il y a un monsieur sur le bord de la rue, donc on arrête l'auto, puis on demande le chemin. Puis vu que mon anglais à l'époque était encore moins bon qu'aujourd'hui, donc mon confrère qui est anglophone, il dit « Parle-y ». Donc là, lui, il pose la question, puis le gars, il parle, puis moi, je comprends rien de ce qu'il raconte. Mais je me dis, pas de problème, lui, il comprend tout. Fini, je dis, bon, qu'est-ce qu'il a dit? Aucune Il dit, idée. j'ai aucune idée. Il dit, je comprends pas son accent, mais ils ont beaucoup d'accents, eux autres aussi, puis c'est typiquement à nord-américain de parler... puis de pas avoir de complexe par rapport à l'accent, ce qui est pas le cas tant que ça avec la langue française. Il y a des fois ici, il y a des gens que je comprends pas. Je reprends l'exemple, Laurent, c'est peut-être quand on était sur Saint-Pierre, le concierge de l'immeuble, il parlait, je comprenais pas un mot. Mais on était trois Français, parce qu'il y avait une coupure d'électricité, je sais Un pas. accent italien, je pense. Je sais pas, et on lui a demandé c'est quand que l'eau va revenir ou l'électricité, je sais pas. Puis il nous répond, on fait ok. Puis donc l'ascenseur se ferme, on dit mais qu'est-ce qu'il a dit? Et là et puis les trois on était là, on n'a pas compris. Mais moi, je Mais pense il parlait français. Hein. Je pense qu'il y a un an, je t'aurais pas compris, Mario. Non, Mario, je trouve qu'il a un accent assez léger. Et moi, je trouve en plus avec ma conjointe, là, j'ai la chance qu'elle soit québécoise, donc du coup, on va dans sa famille pour les fêtes, etc. Donc je suis assez immergé dans la culture. Mais elle a des oncles qui habitent loin dans le Québec, que j'ai du mal à comprendre. Alors que quand on est à Montréal, c'est nous qui avons un accent. Voilà. Mais à Montréal, À Paris, les Montréalais c'est eux ont qui ont un accent. un accent très 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 léger, mais vraiment léger. Et est-ce que c'est un frein à l'emploi, au travail ou quoi que ce soit? C'est juste culturellement, c'est Non, amusant. C'est chouette, quoi. On a vraiment l'impression d'être dans un autre pays, au moins. Mais c'est marrant aussi, vous avez toute cette francisation à tout va, mais c'est juste en théorique. En pratique, vous utilisez plein de mots anglais. C'est un front. Que nous on connaît pas. Genre allume les wipers. C'est pardon. Les Les essuie-glaces. essuie-glaces. Et Ouais. puis mais c'est surtout en fait dans tout ce qui est automobile, garagiste. Tu vas au garagiste et puis ouais. il te parle. Moi, il me parle. Il me dit que des mots anglais que je ne connais vraiment pas. Puis je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il me demande en fait. Quand on arrive ici, on est seul, on n'a pas beaucoup d'amis. Est-ce que c'est difficile les contacts en fait, en dehors du travail, de rencontrer des amis, de socialiser? Est-ce qu'on se retrouve être un peu comme dans un ghetto où est-ce que nos seuls amis qu'on se fait, c'est d'autres Français ou on en sort? Parce que souvent, les amis qu'on peut se faire comme ça, si on serait à Paris, ça serait pas nos amis. C'est pas parce qu'on est à Montréal, forcément, qu'on a plus d'atomes crochus avec eux. Est-ce qu'on peut réussir à sortir de ça? Moi, je dirais il y a deux cultures et c'est vraiment deux types de personnalités différentes. Il y a les Français qui restent qu'entre Français. Moi, j'en connais. Quand je fais des soirées avec eux, il y a que des Français. Et à l'inverse, t'as les Français qui eux ne veulent pas voir de Français. Ils veulent rencontrer que des étrangers, des Québécois, puis même des anglophones, que des gens multiculturels. Donc c'est vraiment deux types différents. Ça fait pas longtemps que vous êtes arrivés, vous? Non, mais nous, je pense que on se le disait de temps en temps, le fait d'arriver à deux, en fait, c'est un frein pour ça. Parce que du coup, à la maison, on a forcément quelqu'un avec qui on peut parler. Ouais. Du coup, on est moins porté sur le fait de sortir et d'aller rencontrer des gens.
Et je pense que pour les gens qui émigrent, c'est plus facile d'aller rencontrer des gens quand ils sont tout seuls. Quand que ils sont lorsqu'ils seuls, en ouais. couple. Mais après, ça a aussi d'autres avantages. Mais voilà, c'était une petite différence, je pense, de ce côté-là. Après, tout seul, c'est pas non plus super. Non, tu mais- vas pas dans ton bar tout seul, puis Non, mais- accoster des gens. Mais les rencontres sont peut-être plus. Enfin, on est un peu moins fainéants, entre Ouais, guillemets, quoi. ouais. Parce que c'est confortable d'arriver à deux, en fait. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il y a il y a plus de réussite de gens qui partent à l'étranger quand ils y vont à deux que lorsqu'ils y vont tout seuls. Parce qu'en fait, voilà, on peut se supporter, on peut s'encourager. Et voilà. Ouais, puis au niveau de l'emploi, ben si ça va bien, si une des deux personnes, Voilà. bon, ça va bien, c'est bien placé dans son domaine, Voilà. peut supporter l'autre Mais personne. le top, c'est pour les gens qui veulent venir, qui sont plutôt jeunes, parce que c'est les gens un peu plus âgés, ils aiment pas spécialement ça. C'est faire une colocation, en fait. Ouais. Pas prendre un appartement tout seul, mais chercher une colocation. Mhm. Et puis en spécifiant que on ne veut pas être qu'avec que des Français. Donc j'ai plein d'amis moi qui étaient tombés sur des, mettons une colocation à 8 où il y a un Québécois et puis 8 autres nationalités différentes. Puis en général là chacun a ses propres amis, puis on fait des affaires comme ça et c'est plus facile de rencontrer des gens. Mais venir tout seul, prendre un appart tout seul, je donne pas beaucoup de. C'est ce que j'allais dire, c'est mon expérience à moi. Donc autant professionnellement, moi je suis allé voir Guy et Mario, puis je suis allé dans la communauté pour voir tout ce qu'ils faisaient. Autant personnellement, on est allé dans une colocation. En fait, là, on est débarqué dans une colocation. On a fait 1 mois, mais c'était un mois vraiment intense. Donc on sortait tous les soirs et c'était l'été aussi, donc c'était des barbecues dans la cour avec tout le monde. Donc on a croisé plein de monde, autant des Français qui étaient déjà là, qui nous racontaient comment ça se passait, autant on a invité des Québécois. Donc on a rencontré beaucoup de monde comme ça. Je pense que ça aurait été pas le cas si on était arrivé directement, on s'était pris un condo, puis on serait peut-être moins ouvert aux autres finalement. Il y a aussi le fait de participer à des associations qui, comme je disais, participer à des events, mais il y a aussi des associations. Par exemple, moi je fais du triathlon. Donc aussi, il y a plein de clubs comme ça. Si vous avez une passion, profitez-en pour essayer de rencontrer des gens comme ça. Ça peut être des belles occasions. À mon cas, moi je suis entrée dans un club de volley, puis on n'est que des Françaises. Donc... Mais je pense que Benjamin me disait qu'il y avait vraiment les Français qui restaient qu'entre Français et les autres qui cherchent à rencontrer des Québécois. Moi, j'ai vécu en Espagne avant, puis ailleurs, et puis je sais que c'est inévitable qu'on se retrouve avec d'autres Français, en fait. Puis ça sert à rien de se dire je veux être que avec des locaux, parce que ça marchera jamais. Notamment parce que les locaux, ils ont déjà leurs amis, eux. Ils n'ont pas besoin vraiment d'être... ils vont pas être contre les nouveaux arrivants, mais ils ont moins le besoin de s'ouvrir, alors que les expatriés, eux, ils cherchent à contacter des gens, donc c'est beaucoup plus facile d'en rencontrer, en fait. Et les locaux, ils sont habitués à avoir des Français, alors du coup, ils savent parfois qu'aussi les Français vont pas rester, donc ils vont pas forcément essayer de s'investir dans une relation amicale s'ils savent que peut-être que dans 1 an, ils seront partis. Ce qui est tout à fait compréhensible, je veux dire. Merci beaucoup pour votre participation. Moi, pour terminer, on fait souvent ça dans l'émission. On demande à nos invités s'ils ont un blog, un site web, quelque chose qu'ils voudraient partager avec les auditeurs. Je sais pas. Je sais que je vous demande ça un peu à brûle pour point, mais puis ça n'a pas besoin d'être forcément d'informatique. Si vous en avez 1, 2... Oui. Moi, j'ai un site vraiment indispensable dans mon cas, et c'est là où je réfère tous les gens qui me demandent comment ça se passe, la procédure d'immigrer, tout ça. Puis ça prendrait 3 pages dans un courriel à répondre, donc je réponds même plus maintenant. Je leur dis allez sur www.immigré.com. C'est comme un site vraiment extrêmement fourni avec un forum de discussion. Il y a énormément de monde. Puis tu peux avoir des réponses à toutes les questions que tu peux te poser si tu veux immigrer. Immigré.com, il est francophone, ça. Immigré.com, c'est uniquement la France vers Québec. Donc, contrairement à son nom, là, c'est pas généraliste. C'est les Français qui veulent aller s'installer au Québec. Donc, c'est une mine d'informations incroyable. En fait, tu peux vraiment avoir des réponses à toutes tes questions. Il y a tout. Parce que les questions les plus demandées, genre la retraite, l'assurance maladie, il y a toutes les réponses. Tout pour la job, les meilleurs quartiers pour t'installer, enfin, tout au niveau de la vie professionnelle, etc. Donc, immigré.com, c'est vraiment génial. C'est gratuit. Okay. D'autres... Moi, je dirais si des Français ou d'autres personnes veulent venir au Québec, d'utiliser LinkedIn. Je pense que c'est un outil vraiment super puissant. En fait, ma société aussi, il y a aussi des recruteurs, donc j'ai vu comment ils travaillaient. Et LinkedIn, c'est vraiment une plateforme, je pense, qui est pas mal sous-estimée et qui peut être vraiment très puissante pour trouver un job. Donc, par exemple, si vous prévoyez de venir à Montréal, changez votre ville en cours avant de venir. Comme ça, il y a des recruteurs qui vont vous chercher, qui vont vous trouver avant même que vous ayez mis un pied sur place. Ça peut être un bon plan. C'est vrai que tu as un bon point. Dès que
dès que tu es sur LinkedIn, tu es sûr que les 38 recruteurs à Montréal Voilà, vont c'est vouloir ça. être ton ami parce qu'ils veulent embarquer dans ton réseau. Il suffit d'aller voir leur profil, ils vont vous ajouter et là ça va faire boule de neige et ça va très vite d'en avoir beaucoup. Effectivement. Il y a un très bon réseau que j'utilise beaucoup, pas seulement pour le Québec, qui est couchsurfing.org, qui est très bien pour rencontrer des locaux et des expatriés, même si vous n'allez pas dormir. Donc, le principe, c'est que vous pouvez aller dormir chez des gens ou inviter des gens à dormir chez vous. Mais il y a aussi des communautés locales. Il y a une grosse communauté à Montréal et puis ils organisent souvent des événements. Donc, c'est des personnes de couchsurfing qui vont organiser, je sais pas moi, une partie de volley ou un barbecue ou une rencontre dans un bar ou se retrouver à un concert, à un festival. Et on parlait de se retrouver tout seul dans un pays, mais là, vous ne serez jamais tout seul, c'est sûr. Et vous pouvez aussi poser des questions aux gens qui répondent très gentiment. Puis, juste pour terminer, Laurent, nous, on sait que finalement, je crois que tu as pris la décision que tu restais au Québec. En tout cas, moi c'est le cas. Je pense que je peux conclure ça. Est-ce que je me trompe? Il faut Tu as jamais une dire- maison, en tout cas, tu as acheté une maison, en tout cas, pour Ouais. quelques... T'as la citoyenneté aussi, non? Oui, effectivement, oui, j'ai pas mentionné ça, mais au bout de 3 ans de présence sur le territoire, tu peux demander à être citoyen. Donc c'est la dernière étape, je dirais, quand tu viens avec les résidents permanents, tu peux tout faire, travailler, t'installer, sauf voter. Et donc quand tu es citoyen, après tu es vraiment assimilé. Puis la France supporte la double citoyenneté, donc je suis franco-canadien Donc, maintenant. tu gardes les deux citoyennetés. Deux citoyennetés. Puis faut jamais dire jamais, alors je sais pas à court, moyen ou long terme, mais si à court terme, c'est sûr que on est au Québec, on se plaît très bien, moi et ma blonde. Puis ça, c'est important de mentionner parce que Léo parlait de quand tu viens à deux, mais il peut se produire aussi que quand tu viens à deux, c'est qu'au bout d'un moment, il y en a un qui veut repartir et pas l'autre. Puis moi, j'ai 2 couples d'amis où c'est leur cas. Puis ça, c'est déchirant parce que c'est une grosse question qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait? ça fait Il y que en le a couple un, se il y brise. en a un, en tout cas, il se peut passer des choses. Donc nous, tous les deux, on se plaît énormément bien ici. Puis en plus, on a maintenant des enfants, on a une famille là, de 4. Mais c'est pas parce qu'on vient au Québec qu'on va rester forcément toujours au Québec. C'est ton Alors- cas, Benjamin. Tu t'enlignes peut-être pour aller vers les États-Unis. Ouais, donc à long terme, moi, ce serait Amérique du Nord en général. Canada, Toronto, Vancouver. Contexte plus anglophone, je pense. Ouais, hein. plus anglophone parce que, en fait, j'aime bien parler anglais. Puis j'aime bien la culture anglaise, ça. Donc le Québec, peut-être encore 1 ou 2 ans, et puis après Amérique du Nord. La France, pas bien envie. L'Asie, L'Asie, ouais. L'Asie peut-être aussi? Asie peut-être, mais c'est juste que mais là, c'est le vrai choc c'est culturel. hein. radical. Ouais, c'est très radical. C'est très radical. Ça n'a rien à voir Ouais. avec immigrer au Québec. Ouais. Peut-être Australie. Australie, ça attire beaucoup de Français en ce moment, Mm. mais beaucoup en PVT. À voir. Puis après quoi, 11 mois, donc est-ce qu'on se prépare à retourner vers la France ou peut-être l'Australie? En fait, on s'est donné. Julie a déjà vécu en Australie, elle a fait justement Ah ouais. un PVT en Australie. Mais nous, on s'était dit qu'on allait se décider au mois de mai après 1 an. Donc là, Ok, il vous reste encore un petit il nous reste encore quelques jours pour réfléchir. Il vous reste le meilleur. Les 6 prochaines semaines sont fabuleuses à Montréal, c'est le printemps. Mais c'est le conseil qu'on peut donner aux gens, c'est d'avoir un plan de backup ou de se faire un plan, de dire est-ce qu'on vient, est-ce que pour 1 an, 2 ans, c'est très clair qu'on rentre en France ou est-ce qu'on teste, on va avec un visa temporaire pour 1 an, puis comme ça on sait qu'on repart, on se décidera plus tard, ou est-ce qu'on y va et on sait qu'on Puis, s'installe. Une chose qu'on n'a pas parlé, mais j'imagine, il faut quand même que tu prévois que tu veux pas briser les liens avec ta famille et tout, donc il faut que tu prévois des quelques semaines où tu retournes juste pour garder quand même le lien. Ouais. Mais là, on peut dire que maintenant, avec les moyens informatiques qu'on a, c'est aussi, tu peux rester Ouais. avec une webcam et un lien assez permanent. Moi, dans mon cas, la grosse différence, c'est avec les enfants. Donc là, quand on a eu les enfants, c'est Ah oui, sûr que les grands-parents, c'est beaux-parents, comme, ils veulent les voir. ils vont pas les voir. Donc c'est à webcam tous les dimanches. Et puis des courriels, tout ça. Et puis oui, on y retourne une Mais là, fois par maintenant, an. pour 200$, tu achètes la webcam Skype, tu Ouais, mets juste ton téléviseur. J'ai acheté ça c'est génial. Ouais, Moi, ça, c'est le petit indispensable. point négatif que je donnerais. Au Québec, faut savoir, hein, pour les gens qui nous écoutent de France, on a 2, 3, 4 semaines de vacances, comparé en Ouais, France, pas on a beaucoup, 5. hein. Donc, moi, j'en avais 3. Et puis, quand je pars en vacances, où est-ce que je vais? En France. Je prends mes 3 semaines de vacances pour aller en France. Je reste 3 semaines pour voir tout le monde. Mes parents, mes oncles, mes tantes, ma sœur. Mais etc. t'as pas vraiment pris des Et vacances c'est pour pas des toi. vacances. Voilà. Donc j'ai fait ça les 2 premières années. Les 2 premières années, c'est pas gâché, mais c'est pas des vacances, je veux dire. Et donc l'année dernière, j'avais décidé de faire autrement. Donc c'est-à-dire, j'ai pris 3 semaines, mais j'ai pris une semaine une semaine pour la famille. Mais 2 semaines où je reste en Europe. Je suis allé en Italie, mais alors que
j'aurais peut-être aimé aller visiter, je sais pas, le Japon, l'Australie, etc. Mais je peux pas, donc c'est plus difficile. Mais ici, en général, les employeurs, ça les dérange pas de donner des congés sans solde. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'avais fait. J'avais pris 2 semaines de congés sans solde pour aller à Cuba. Parce que mes vacances, j'en avais pas. Mais tu as un bon point, il y a beaucoup moins de vacances en Amérique du Nord qu'en Europe. Ouais. Bien, je vous remercie encore une fois. Merci. Donc, une formule Merci. différente. Ça n'a pas été très technique, mais j'espère que ça va quand même être utile pour nos auditeurs. Puis sur ça, on va vous réinviter, les auditeurs, je parle. Le mois prochain, on fait pour un autre Visual Studio Talk Show. Puis d'ici là, bonne programmation.